Qui est David Roussel? Oh là là, mais je me définis surtout comme un producteur et accompagnateur de talents, principalement des auteurs. Alors, tu as dit un mot, accompagnateur. Quand on dit accompagne les auteurs, accompagne les metteurs en scène, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi je pars du texte. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, c'est de trouver des textes. C'est quand même notre matière première. Et après, à partir de ce texte-là, construire en accompagnant un créateur, un spectacle. Donc il se trouve qu'effectivement, les auteurs aujourd'hui sont de plus en plus, en tout cas dans les spectacles que nous on produit, sont de plus en plus aussi les metteurs en scène. Ça devient, je trouve, assez rare sur la nouvelle génération des auteurs émergents, en tout cas ceux que nous on accompagne, ils font presque tous leur mise en scène eux-mêmes. Là où il y a encore 25 ans, c'était quand même très, très divisé, quoi. Donc accompagner d'abord le processus d'écriture. Moi je me définis presque comme un éditeur, c'est-à-dire que je fais des allers-retours le plus possible. Enfin, j'ai réfléchi parce qu'effectivement, c'est dans la latitude que laisse l'auteur. Il y a des auteurs qui préfèrent livrer des copies terminées. Il y a des auteurs qui ont besoin d'aller-retour incessant avec leur producteur dès qu'ils écrivent une nouvelle scène, un bout de dialogue. Voilà, il y en a qui préfèrent travailler seuls et puis fournir une V1, puis une V2, puis une V3. Mais voilà, donc il y a différentes façons. V1, c'est-à-dire une version 1, version 2 du texte. Version 1 du texte, oui, bien sûr. Ouais. Et donc moi j'accompagne d'abord les auteurs jusqu'à une version répétition, ce que j'appelle une V-répétition. Donc ce que j'appelle la V-répétition, c'est en gros la version qu'on va envoyer à des interprètes pour le casting, quoi. D'accord. Voilà. Donc et à partir du moment où on a cette version-là, on accompagne soit l'auteur s'il est metteur en scène, donc le créateur, je vais dire, le metteur en scène, jusqu'à la première. Donc, et accompagner, c'est-à-dire exactement? C'est-à-dire déjà le soutenir psychologiquement, l'accompagner avant tout en lui donnant des moyens de création, donc discuter avec lui d'où il nous paraît le plus légitime d'allouer les moyens, en fonction du texte bien sûr. Il y a des textes où on sait que moi la lecture d'un texte, moi j'ai une idée du budget à la lecture d'un texte. Des fois le metteur en scène, lui, il voit autre chose bien sûr que ce que moi j'ai lu, donc on discute, lui dit c'est important, arriver à bien définir les besoins du metteur en scène, les envies du metteur en scène, et par rapport à ses rêves les plus fous, nous on essaie de l'accompagner au maximum pour qu'il aille le plus loin possible de ses désirs, dans les limites bien sûr d'un art sous contrainte financière, parce qu'on est bloqué par le nombre de sièges qu'on a et on ne pourra pas faire plus que la recette. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait un bon texte? J'en sais rien. J'en sais rien. Déjà, je trouve quand même que le devoir des auteurs contemporains, en tout cas, c'est quand même beaucoup de témoigner de leur époque, de témoigner de leur civilisation, de leur société. Ça ne veut pas dire faire un texte qui parle d'un contemporain. Tu peux parfois témoigner de ton époque en racontant l'histoire d'une reine égyptienne. C'est possible. Mais donc, moi j'aime bien quand même les textes qui interrogent le spectateur sur leur société et sur leur quotidien. Par l'humour, par la réflexion, par le débat. En tout cas, c'est les sujets que j'aime bien. Ce qui fait un bon texte, c'est, je pense, quand même... moi, j'aime bien qu'il y ait une notion de divertissement, quand même, importante. Pas au sens du rire, au sens où je pense qu'il est obligatoire que le spectateur soit toujours en éveil, en divertissement. Donc il faut le divertir, pas au sens lui faire oublier le reste, mais au sens il faut le tenir en éveil. En France, on dit le mot divertissement, en tout cas dans le monde culturel, c'est un mot un peu grossier. C'est ça. Ouais, bien sûr. Tandis que moi, qui viens de l'anglais entertainment, c'est to entertain, de rattraper. Mais là, c'est intéressant que tu utilises le mot divertissement. Moi, je dis divertissement vraiment au sens anglais du terme. C'est-à-dire que même si tu racontes le pire drame sur les pires horreurs, même d'une destruction familiale, de la fin du monde, que sais-je, tu dois tenir les gens en éveil. Nous, en plus, on vit dans un monde où la concurrence de divertissement, entre guillemets, est énorme. Et les gens, ils ont un divertissement chez eux, sur leur ventre, dans leur lit, sur un petit rectangle, ou projeté chez eux.
Donc, nous, on amène bien sûr quelque chose de tellement supérieur qui est la puissance du vivant, la puissance du live, quoi. Et cette expérience que les spectateurs vivent en commun, ensemble, à un moment, ils partagent le même instant, mais on s'adresse à une audience qui est tellement habituée à être divertie, à avoir des stimuli tout le temps. On est obligé d'avoir ça. Donc ça, dans l'écriture, je trouve que c'est quand même important d'avoir déjà ça à l'esprit. La mise en scène, bien sûr, Qu'est-ce qui fait un bon auteur? J'en sais rien. Et en plus, des fois, la question serait plutôt qu'est-ce qui fait un bon texte, celle que tu avais posée avant. Yes. Je pense qu'il y a des auteurs qui peuvent faire, tu peux faire un grand texte et te rater la fois d'après. Effectivement, tu as des auteurs qui ont un coefficient de grand texte supérieur à d'autres. C'est sûr, mais un grand auteur, honnêtement, je sais pas. Moi, je travaille avec des auteurs qui sont très différents. Je pourrais pas dire qu'il y a forcément un dénominateur fort commun. Il y a bien sûr la passion du récit. Est-ce que tu suis une certaine éthique ou une certaine vision, une certaine valeur justement dans ta programmation dans ce sens-là? Tu parles par rapport au spectateur ou dans mon lien avec le créateur? Dans le lien avec le créateur, parce que là, comme tu dis, tu accompagnes vos spectacles ici. Est-ce qu'il y a un type de... Dans certains lieux, il veut faire que le théâtre contemporain, d'autres veulent faire du théâtre classique ou que des auteurs. Est-ce qu'il y a, vous avez une certaine critère? En fait, on n'en a qu'un seul. Mais effectivement, on fait de la création originale mondiale. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Enfin, il faut... Bien sûr, on peut faire une exception, mais il faut que ce soit la première mondiale d'un texte. Après, ça peut être une comédie, ça peut être un drame, ça peut être plein de choses différentes. On fait quand même, par nature, beaucoup plus de théâtre que d'autres disciplines. On fait très très peu d'humour, de one-man show, de stand-up, voilà, on en fait très très peu. On fait pas de danse. Des fois, on accompagne un peu on accompagne de temps en temps des clowns contemporains. Voilà, on peut accueillir par exemple les Chiche Capon qu'on a accueillis, qu'on adore, mais on reste quand même un endroit de théâtre de pur. Et donc on n'accueillerait pas une reprise d'un classique par exemple. Ok. Changement des questions sur le monde du théâtre. Quel était ton rêve en tant qu'enfant? En tout cas, j'avais pas le théâtre du tout dedans. J'avais pas, je rêvais pas, j'avais pas une carrière rêvée ou un rêve d'enfant de métier. Vraiment, j'étais comme beaucoup d'adolescents, d'enfants, je savais pas trop quoi. Et dans mes études, a priori, je me dirigeais plutôt vers la direction hospitalière. Ah, ok. Voilà. Et finalement, au final, je trouve qu'on fait un métier qui est assez similaire, au sens où on coordonne plein de corps de métiers différents. Bien sûr, on a les artistes qui sont visibles, mais on a des gens qui font le ménage, des administratifs, on a des gens on a des costumiers, des habilleurs, des techniciens, on a des peintres, on a plein de corps de métiers, comme à l'hôpital en fait. Et toi, en tant que directeur de théâtre, c'est tout ce monde que tu dois diriger dans ce bâtiment? Oui, qu'on dirige, qu'on coordonne dans la chronologie déjà d'un spectacle, dans la chronologie de la saison. Et puis on fait aussi des arbitrages budgétaires sur un spectacle entre les différents corps de métier. Tout le monde a envie d'avoir le plus possible pour sa partie, ce qui est normal. Ouais. Donc on fait nous les arbitrages et c'est là où on accompagne aussi le créateur. C'est dans ces arbitrages-là de dire je pense que là il faut garder un peu de sous pour telle discipline, pour ton spectacle, voilà, des choses comme ça. Tes mentors sont qui? En production? Dans tout, dans le monde du spectacle, qui sont ceux qui te guident, qui t'inspirent, qui t'ont donné cette envie de continuer dans ce monde merveilleux de la culture? En fait, je ne sais pas si c'est le terme de mentor. J'ai été très impressionné par Laurent Terzieff quand j'étais jeune. D'accord. Et effectivement, quand j'ai joué au Lucernaire jeune et qu'il y venait aussi, j'ai le souvenir d'un jour où vraiment il toque à la loge et il dit « Excusez-moi, est-ce que ça vous ennuie si je passe une tête dans votre loge ?» Et je dis « Bah, moi j'étais hyper impressionné, je dis « Bah non, non, allez-y, monsieur Terzieff. » En fait, il y avait joué des années avant et il revenait pour la première fois et il voulait juste revoir la loge de sa jeunesse, quoi. Et Laurent Terzieff, comme auteur sur scène et comme charisme, et puis pour la personnalité du monsieur, voilà, m'a grandement impressionné.
Donc, comme ça, naturellement, le nom qui me vient, c'est Laurent Terzieff. D'accord. Programmation, les bons souvenirs d'ici. Quels sont les souvenirs marquants pour toi? Déjà, c'est l'ouverture. Parce qu'on a ouvert un lieu ici, alors qui existait déjà avec Raymond Aquaviva, mais qui jouait quasiment plus le soir. C'était un lieu qui était presque un lieu que d'école. Donc parce qu'il avait son école ici et il y avait des spectacles d'élèves qui jouaient régulièrement. De temps en temps, il faisait un peu de programmation le soir, mais très peu. Donc nous, quand on a pris ce lieu-là, bien après Avignon, parce qu'historiquement, on a un lieu à Avignon bien avant Paris. Les souvenirs, c'est quand même les premières fois, toujours. C'est les premières fois. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on ne fait que courir derrière les premières fois. Moi, en tout cas, on a beau enfiler le nombre de spectacles, même les récompenses, par exemple, voilà, tu as été au Molière, nous aussi, plusieurs fois. Il n'y a rien de plus fou que la première fois. Les premiers succès, voilà, c'est les premiers échecs. On compte Donc les échecs, est-ce que les échecs sont importants? Dans notre métier, en tout cas, ils sont là. Ouais. Et ils sont là tous les ans ou très régulièrement. Et on n'a aucun contrôle dessus. Moi, ce que je trouve qui est extraordinaire, c'est qu'on n'a pas de part de marché. On est un des rares business où personne n'a de part de marché. Tu peux être le premier de la classe une saison, et l'année d'après, tu es le dernier de la classe. Donc, personne ne peut dire je suis tel théâtre, tel producteur, j'ai X% du marché. C'est-à-dire que quand vous prenez un texte, un metteur en scène, vous avez un magnifique casting, on ne peut pas construire le succès d'un spectacle. Alors, non seulement on ne peut pas, mais moi, plus je produis de spectacles, moins j'ai le début d'une idée de ce qui fait un spectacle qui marche. À chaque fois qu'on a fait un spectacle, nous, pour gagner de l'argent, on a perdu un saladier, à chaque fois. Et des fois, on ne pensait pas du tout. Et regarde, la première du porteur d'histoire d'Alexis Michalik, fallait être bien malin pour penser que ce serait ce triomphe-là et que ça allait devenir un des auteurs avec le plus de succès de l'histoire du théâtre. Il n'empêche que c'est le cas. Donc voilà, dès que on ne sait jamais. On sait jamais. C'est pour ça que dans le doute, comme on ne sait pas, il faut suivre que nos envies et notre instinct, qui n'est pas forcément bon. Moi, j'arrête pas de dire, il y a énormément de spectacles qu'on a refusés, qui ont cartonné, qui sont devenus des spectacles légendaires parfois, tu vois. Et il ne faut pas regretter, voilà. Faut pas regretter non plus d'avoir raté des spectacles. On aurait adoré produire tel spectacle, puis ça s'est pas fait, voilà, c'est la vie. Yes. Alors, ah oui, qu'est-ce que c'est le ASTP? Tu dis ça parce que j'en suis le président, c'est pour ça. Tiens, tu es le président. Donc, c'est l'association de soutien pour le théâtre privé. Oui, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de l'expliquer simplement, c'est très compliqué. C'est une association qui gère, pour le compte de l'État, la collecte et la redistribution d'une taxe fiscale sur la billetterie. Donc sur chaque billet en France, dans le théâtre privé, on collecte une taxe de 3,5% de la recette hors taxe qui alimente une caisse générale à laquelle s'ajoutent des subventions aussi de l'État un petit peu et de la ville de Paris un petit peu et aussi de certains organismes de gestion collective, la SACD, la SACEM, etc. Tout ça, ça fait un pot commun. Et ce pot commun, on organise un système, il y a des systèmes d'aide qu'on attribue. Voilà, il y a plein de systèmes d'aide. La principale étant bien sûr la garantie sur déficit, voilà, qui est l'aide principale. Pour l'instant, je dis pour l'instant parce qu'on est en pleine réforme des aides en ce moment. Donc ça va être une réforme très très importante, la plus importante depuis la création du fonds de soutien. Donc, mais pour l'instant, c'était l'aide à la garantie du déficit, c'est-à-dire que si tu avais un spectacle qui ne marchait pas... Que à Paris ou ailleurs? Non. Alors, on a ouvert les dispositifs au niveau national depuis quelques années. Historiquement, ça avait été construit dans les années 60 autour de la problématique des théâtres privés producteurs parisiens face à un courant de décentralisation. Il y a eu un fort courant de décentralisation dans les années 60 et les théâtres privés producteurs parisiens étaient un peu inquiets parce qu'ils se sont dit, en fait, vous allez ouvrir demain une concurrence avec des tarifs 10 fois moindres, voire gratuits, notamment en Ile-de-France. Il y a énormément de lieux qui sont ouverts en Ile-de-France. L'État, à ce moment-là, avait dit, vous inquiétez pas, si jamais vous pâtissez de cette concurrence,
on sera là avec le fonds de soutien pour amortir vos pertes, vos difficultés. Historiquement, donc c'était parisien. Et puis, les décennies ont passé, l'évolution du théâtre privé a bougé aussi, et sont apparus, il y a une quinzaine d'années, ça n'existait pas avant, des théâtres privés producteurs en région. Autrefois, c'était vraiment epsilonesque. Tu avais une ou deux tentatives, mais vraiment epsilonesque. Et depuis 15 ans, et je m'en réjouis, il y a plein de théâtres qui apparaissent privés en région. Lyon, Bordeaux, Marseille, Aix-en-Provence, Rennes, Nantes, Lille, il y en a plein. Et puis aussi dans des lieux, dans des communes très rurales parfois, des expériences de théâtre privé. Donc on accompagne partout en France. Donc c'est pour les aider, pour qu'ils évitent un déficit, c'est un peu ça. Alors, qui a le droit? On ne peut pas leur éviter le déficit, mais on peut leur assurer une partie. On comble une partie du déficit. Et comment tu peux avoir accès à ça? Alors, quels sont les critères pour ça? Selon les aides, il y a plein de critères d'éligibilité. Déjà des entreprises, toutes les entreprises ne sont pas éligibles forcément aux mêmes aides, il y a des critères. Et puis après, chaque spectacle aussi peut avoir des critères. Forcément, si tu as un théâtre de 800 places, par exemple, je dis n'importe quoi, tu ne peux pas avoir une aide à la distribution nombreuse si tu as un seul acteur. Dans un théâtre de 800 places, on va dire, bah non, il y a un ratio entre ton nombre de places et le nombre d'artistes que tu as sur le plateau. Ouais. En revanche, si tu as un théâtre de 200 places et que tu as 8 artistes ou 10 artistes sur le plateau, là, tu vas être, par exemple, éligible à l'aide à l'emploi, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment pour rassurer quelque part l'emploi ou aider les... En fait, c'est pour aider à rêver. Moi, j'aime bien dire que c'est pour aider à rêver un peu plus grand. Moi, j'ai 190 places, par exemple, ici. Ouais. Donc, ma logique économique, on va dire, c'est de produire un spectacle avec X acteurs. D'accord. Le fonds de soutien est là pour me dire, si tu as envie de rêver un peu plus grand. Donc, le fonds de soutien, c'est différent de la STP? Non, c'est le terme générique que j'utilise. Ah, d'accord. La STP est là pour me dire, tu as le droit de rêver un peu plus grand, voilà, d'autoriser une prise de risque un peu plus grande. Si jamais tu te casses la gueule, on sera là pour amortir le choc. Ah, d'accord. Voilà. Joli. Ça sert à ça. C'est un parachute. C'est comme une mutuelle, un peu, une assurance maladie. Nice. Tu payes ton assurance maladie. Si tout se passe bien, ils n'interviennent pas. En revanche, si ça se passe mal, eh ben, ils sont là pour rembourser tout ou partie de tes frais. Voilà. Donc, nous, on ne rembourse pas tout. Il y a toujours une partie qui est à la charge, bien sûr, du producteur. Mais on est là pour amortir les risques. Oui, c'est joli, comme tu dis, c'est un amortisseur, quelque part. C'est un amortisseur et une aide à rêver plus grand. Non. Oh, oui. Est-ce que c'est raisonnable de mettre 8 artistes parfois? Ça t'arrive d'en mettre parfois beaucoup, 8, 9, 10. C'est une vraie prise de risque, des fois. Souvent, même presque tout le temps. Ouais. Donc voilà, ça permet d'enlever quelques appréhensions et de dire vas-y. Mais même sur des sujets, on parle souvent de diversité du sujet. Il y a des sujets, et malheureusement, il y en a de plus en plus, qui sont plus compliqués. On sait notamment pour rencontrer un grand public. Oui. Des sujets politiques, des sujets sociétaux, des sujets aussi plus compliqués parce que plus durs, plus sombres, plus intimes. Ça permet de dire aussi aux producteurs, si tu as envie de raconter des histoires sur ces sujets-là, si tu as envie de témoigner de ces sujets-là, fais-le, et si jamais tu ne rencontres pas le public, on amortira ça. Mais tu as le droit d'aborder ces sujets-là. Ah. Ça nous permet de garantir aussi une diversité des offres culturelles importante. Sinon, on n'aurait que ce que les producteurs estiment être le plus sécurisé, et voilà. Donc ça va me prendre des risques. Ah, très bien. Tu as dit le mot privé, théâtre privé. Quand je te dis ça, ça veut dire quoi? Eh ben, théâtre privé, ça veut dire qu'il ne reçoit pas de subventions directement. C'est pour ça que le fonds de soutien, ce ne sont pas des subventions, parce que si jamais tu as la chance de rencontrer le public, tu ne touches pas du tout d'argent. Alors que dans un lieu subventionné, même si tu fais le plein, tu touches ta subvention. Ouais. Donc nous, on n'a pas de subvention. C'est-à-dire que dans notre budget de l'année prochaine, on ne connaît pas du tout les recettes. Potentiellement, ça peut être 0. S'il n'y a personne ne vient, nos recettes l'année prochaine seront de 0. Ouais. Alors qu'un théâtre subventionné, il sait qu'il va avoir au moins sa ligne de subvention. Il attend aussi des recettes en plus, mais il aura au moins sa ligne de subvention. Donc théâtre privé, ça veut dire qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas de subvention, et donc qu'il y a un aléa total sur ses recettes l'année suivante. D'accord. Donc, et est-ce qu'il y a on peut dire, une séparation entre le privé et le public, même avec les spectateurs, les artistes? Est-ce qu'il y a une
une canal qui était construite ou est-ce que les deux peuvent se travailler ensemble? C'est toujours un peu compliqué pour moi de répondre à cette question. J'ai envie de croire que non. Je sais que pour beaucoup d'artistes, les passerelles sont possibles et réelles. Je pense que le public, c'est totalement possible. Bien sûr, il y a des publics qui ne vont que dans le théâtre subventionné, des publics qui ne vont que dans le théâtre privé. Il y a aussi, je pense, une énorme majorité du public qui n'est même pas au courant du statut du lieu. Ils viennent voir un spectacle, ils ne savent pas si c'est un lieu public ou privé pour la plupart. Maintenant, on constate quand même qu'il y a quand même deux milieux un peu séparés. C'est une réalité quand même. Et moi, ça m'a toujours fendu le cœur. Je suis rentré en engagement, je dirais, politique là-dessus il y a de nombreuses années. Et je vois bien quand même que ça évolue difficilement. Un petit peu. Malheureusement aussi sur l'autel de la baisse des subventions. C'est-à-dire que comme les subventions dans le théâtre public diminuent énormément, il faut aussi que plein d'artistes se retournent parce qu'ils ont besoin de vivre en fait. Donc à un moment, quand les subventions ne leur permettent plus de vivre, et ben, il faut qu'ils aillent jouer ailleurs. Donc ça permet aussi, malheureusement, sous la contrainte initiale, mais de créer des passerelles. On voit qu'il y a plein de passerelles. On cite toujours quelques exemples. Joël Pomera qui joue à la Porte Saint-Martin, où il y a des expériences de la Comédie Française qui vont jouer dans le privé, mais c'est toujours pour moi une partie quand même très immergée de l'iceberg. Il y a quand même une énorme partie qui est quand même bien scindée, et je dirais même presque dès l'école. C'est-à-dire que moi, ça m'a toujours attristé. On vient tous des mêmes écoles. On a tous fait les mêmes écoles. Quand tu sors de l'école, finalement, ton premier spectacle ou tes deux premiers spectacles vont définir toute ta carrière. Tu pars dans ton premier spectacle, il se trouve que par hasard c'est dans le privé, et ben c'est parti, l'autoroute du privé. Tu as été embauché pour ton premier spectacle, tu es embauché à la colline, et ben c'est l'autoroute du public, tu vois. Et je me dis, c'est fou quand même que le premier spectacle, à 25 ans, décide quasiment de la carrière d'un artiste. Et pour les créateurs, je trouve que c'est encore pire. Tu en es un des créateurs qui font la passerelle entre public et privé. Il n'y en a quasiment pas. C'est très rare. Donc il y a quelques créateurs du public qui ont presque fini le jeu, je dirais, du conventionnement. Donc effectivement, Joël Pomera, il est tout en haut du subventionné, donc si tu veux, il a fini le jeu, entre guillemets. Donc effectivement, lui, il peut faire la passerelle, mais pour des jeunes créateurs, c'est plus compliqué. Et effectivement, je pense que c'est plus compliqué pour eux d'avoir un pied dans chaque, alors que ce serait logique. Donc malheureusement, il y a quand même encore deux mondes bien séparés. Il y a quelques passerelles, il y a quelques ponts, mais il n'y en a pas assez. Voilà. Donc c'est un chemin encore à bâtir là. Ouais, il faut faire plein de ponts, plein de petites passerelles, et peut-être qu'un jour, les passerelles sont si proches les unes des autres qu'il n'y aura plus. Mais... Oui, comme ça c'est la création qui prime et pas les réseaux, si j'ose dire. Oui, et puis on voit très bien qu'au final, pour la plupart des artistes, en tout cas des interprètes, même des auteurs, ils s'en fichent en fait. Donc à un moment, si les trois quarts du métier s'en fichent, si le public s'en fiche, pourquoi garder des choses comme ça aussi séparées quoi. Pour moi, ça n'a pas de sens. À part protéger des chapelles. Et protéger des chapelles, c'est possible quand ta chapelle nourrit tout le monde. Mais quand ta chapelle ne nourrit plus tout le monde, il faut partager et il faut être ensemble. Alors David, pour terminer, on va faire cette petite série de 10 questions. Okay. C'est des petits tac au tac. Okay. Je vais essayer d'être tac au tac. Réponds comme tu as envie, laisse aller ce qui vient à l'esprit. Et demain, si je te reposais les mêmes questions, ce serait différent certainement. Mais aujourd'hui, je te pose les questions. Donc, si tu étais une chanson ou une musique, quelle musique te faisait danser? Qu'est-ce que te fait rêver? Eh ben, en ce moment, ça va faire rire beaucoup de monde. En ce moment, je suis très Swiftie. Swiftie. Je suis très Swiftie. En fait, c'est pas forcément que la musique de Taylor Swift qui m'amuse, mais je trouve extraordinaire qu'une artiste qui dégage un truc qui n'est que de la joie et du positif rencontre massivement le succès comme ça. Donc en ce moment, ce serait Shake It Off de Taylor Swift. D'accord, Taylor Swift. Ah, Taylor Swift. Si tu étais un spectacle de comédie, eh ben, je
te parlais des premières fois tout à l'heure. Un spectacle, voilà, je pense qu'on montrait plus difficilement aujourd'hui, mais je dirais notre premier spectacle de comédie qui a rencontré beaucoup de succès, qui s'appelait Le Carton à l'époque, parce que c'est des souvenirs extraordinaires de jeunesse déjà, de découverte de tout, du rencontre aussi du public massivement. Donc voilà, c'est des bons souvenirs. Donc je dirais, je pense à la première comédie qui a rencontré beaucoup de succès. Si tu étais un sportif? Sportif, je serais en tout cas un Olympien. Voilà, je sais pas forcément quel sport, mais moi j'ai toujours adoré les Jeux Olympiques. C'est parce que c'est le collectif? J'aime bien déjà cette idée du rendez-vous tous les 4 ans. D'accord. Et effectivement, le collectif, mais bon, le football professionnel, c'est aussi du collectif. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime bien cette idée, en tout cas de l'olympisme de base, du rendez-vous. Le côté festif peut-être? Oui, puis du rendez-vous juste pour une couronne de laurier, voilà, à la base. D'accord, très bien. Si tu étais un auteur? Eh ben, je vais pas prendre ce risque-là. Je serais Shakespeare. Ok. Voilà, C'est chouette. Bien. Si tu étais un animal? Un chat. D'accord. Et pourquoi un chat? Eh ben, parce que j'aime bien le côté indépendant. Le côté indépendant et libre du chat, qui fait ce qu'il veut. Personne n'arrive à dresser des chats. Si tu étais un dessert? Ça, c'est plus facile. Je serais au chocolat, en tout cas. Ok, C'est sûr. Je suis arrière-petit-fils de chocolatier. Ah, Voilà, donc ce serait au chocolat. d'accord. Au lait ou au noir? Au noir. Ah, d'accord, bien sûr. Si tu étais une boisson? Eh ben, je serais un petit verre de chardonnay. Oui, ça va bien avec le chocolat. Ça va bien avec le chocolat. Si tu étais un arbre? Eh ben, un avocat. Oh, un avocat. Un avocat. Ah, exotique. J'ai vécu une partie de mon enfance au Cameroun et il y avait un grand avocat qui me fascinait dans le jardin. Ouais. Donc voilà, j'ai pensé à ça instinctivement. Ah, très bien. Et pour terminer, si tu étais une région ou une ville? Région, comme ça je dirais plutôt Bretagne, parce que j'aime beaucoup la Bretagne. Ville, je serais quand même une ville de théâtre. Donc Paris, Londres, New York, une ville de théâtre. Voilà. J'aurais du mal à vivre dans une ville qui ne soit pas une ville de théâtre. Il y a Avignon aussi, mais que 1 mois par an. Oui, si je te dis, la différence pour toi entre Londres, New York ou Paris dans le monde du spectacle, qu'est-ce que tu dirais? Eh ben, c'est là où ça va peut-être un peu boucler avec le fonds de soutien aussi, avec la STP. On a une spécificité très particulière à Paris par rapport aux autres capitales de théâtre internationales. C'est qu'on a donc aussi beaucoup aidé par ce système un gros réseau de théâtres producteurs. C'est-à-dire des théâtres qui sont aussi producteurs des spectacles qui jouent chez eux. Contrairement quand même au système anglo-saxon, que ce soit dans le West End ou même dans le Off-West End ou à Broadway, dans le Off-Broadway, où il y a quand même d'un côté des propriétaires de salles, d'autre côté des producteurs, surtout des gros producteurs. Nous, la spécificité, c'est qu'on a historiquement nos théâtres qui produisent, et ce depuis des siècles pour certains. Tu prends le théâtre du Palais Royal, depuis des siècles, le théâtre du Palais Royal, qui est un des fleurons, par exemple, produit ses spectacles. Là où dans d'autres capitales, on a beaucoup moins ça. Donc, et ça, c'est très spécifique. Quand tu es à la fois théâtre et producteur, ça crée des choses vraiment très différentes. Donc, je dirais que la principale différence, c'est l'architecture de production, où effectivement, on a un gros réseau de théâtre producteurs. Et il y a aussi autre chose, par exemple, par rapport à la différence, on parle souvent au niveau des comédies musicales. Oui. On dit souvent... vous n'avez pas la culture en France des comédies musicales. La différence avec Broadway ou le West End, c'est qu'on n'a pas les salles. Parce que, en fait, le modèle du Broadway show, c'est amortissable sur 2000 places, 2200 places. D'accord. Entre 1800 et 2400 places, mettons, qui est le modèle standard d'une salle de Broadway.
Nous, en France, les grosses salles parisiennes, ça va jusqu'à, mettons, pour la plupart, les plus grosses salles, 1200, 1400, ce qui est vraiment short pour amortir une grosse comédie musicale. Et après, on passe tout de suite à des 4000. Palais des Sports, tu vois, Palais des Congrès ou les Zéniths. Et c'est pour ça que les comédies musicales à la française, ce qu'on appelait les comédies musicales à la française, étaient des spectacles qui avaient besoin de tubes avant pour remplir ces gros paquebots de Palais des Sports, Palais des Congrès. Donc les 10 Commandements, les Misérables, etc. Tu vois, ça c'est des comédies musicales à la française parce que adaptées à ces 4000 places. Mais en réalité, nous, des 2000 places en France, on en a à Paris, on en a quasiment pas. Donc, comme on n'a pas les lieux, on n'avait pas possibilité d'avoir des spectacles de comédie musicale calibrés sur des productions de type des Broadway shows. Et moi, j'adorerais qu'on puisse en faire plus. Voilà. Il y en a un peu plus, mais... Et comme tu touches la comédie musicale, tu ne trouves pas qu'on va vers une américanisation ou un côté anglophone du spectacle, et la France peut-être n'a pas sa carte de comédie musicale? Tu veux dire parce que tu trouves qu'on a trop de comédie musicale anglophone? Je juste observe, la comédie musicale prend en ampleur, il y a de plus en plus des écoles, il y a de plus en plus des comédies musicales que les grandes salles sont obligées de faire, mais surtout que ce soit américains ou anglais. Ouais. Et très peu de créations francophones. Je pense que ça va suivre. Ça va suivre. Mais effectivement, c'est tellement cher de produire une comédie musicale. C'est quand même beaucoup plus cher souvent qu'un spectacle de théâtre, même si un spectacle de théâtre où il y a un peu de chorégraphie, un peu de ceci, cela, mais comédie musicale c'est tellement plus lourd, surtout quand tu as beaucoup de monde, qu'il faut, effectivement, il faut les gros lieux, mais déjà on a toute une génération, je trouve, de jeunes, effectivement tu parles des écoles, qui sont très friands de comédie musicale, beaucoup plus qu'avant, donc ces jeunes-là, ils vont bien avoir envie de faire des créations originales à un moment. Il y en a bien au moins un ou deux, et quand il y en a une, deux, trois qui vont sortir, ça fera des petits, ça fera des modèles. On a besoin de modèles, toujours. Voilà. Très bien. Donc, on a besoin aussi de modèles de diversité. Quand tu vois, par exemple, au niveau de la parité, quand les filles voyaient qu'il n'y avait pas de créatrice quasiment de programmées, bah, c'est plus compliqué d'avoir des modèles, donc de susciter des vocations. À partir du moment où il y a eu des créatrices, et ben c'est des modèles, il y en a de plus en plus et ça va très vite après. Pour la diversité, c'est pareil. On a besoin de modèles. Donc la comédie musicale, je suis sûr que ça va, suivre. Peut-être il faudra 10 ans ou 20 ans. Eh bien, merci. Merci à toi, merci à vous.